C'était bien un Super Sunday, riche en détails tactiques et en enseignements. Ce choc à l'Émirat s'est apparenté à une partie d'échecs dès l'annonce des compositions. Pep Guardiola a conservé son habituel et emblématique 4-1-4-1 sans changement notable par rapport au 11 qui a affronté Manchester United la semaine précédente. On retrouvait les flèches offensives que sont Haaland et Doku. En face, Mikel Arteta a créé une petite surprise. Il a opté pour un trio de milieu à vocation très défensive avec Zubimendi, Rice et Merino dans son 4-3-3, un choix qui dénote une certaine prudence mais qui cachait aussi une volonté de tâter le terrain en début de match. Cependant, le plan initial d'Arsenal a rapidement été mis à l'épreuve. Dans les premières minutes, l'équipe a tenté de construire son jeu avec Declan Rice en unique sentinelle basse. Mais cette approche s'est heurtée à la pression immense d'un bloc en 4-4-2 de Manchester City extrêmement intelligent et agressif. Bernardo Silva en particulier par son activité débordante n'a cessé de harceler Rice, ne lui laissant pas une seconde de répit. Constatant l'impasse, Arteta y a été contraint de s'ajuster. La solution a été de faire redescendre Martin Zubimendi, le faisant jouer quasiment à la même hauteur que Rice pour former un double pivot. Et c'est à partir de cet instant que le match a pris sa tournure définitive. En phase de relance, la formation d'Arsenal est devenue très flexible, alternant entre un bloc bas et un 3-2-5 en phase offensive haute. La raison principale pour laquelle Arsenal a réussi à construire depuis l'arrière même face à une machine à presser comme City réside dans une décision tactique de Pep Guardiola lui-même. Il n'a pas appliqué un marquage individuel strict. Cette décision volontaire ou non a constamment offert une supériorité numérique à Arsenal dans ses premières lignes. Cela a permis aux Gunners d'avoir le temps et l'espace nécessaires pour faire circuler le ballon, trouver facilement le troisième homme et sortir du premier rideau de pressing adverse. Mais en contrepartie, City conservait un bloc défensif conforme aux attentes de Pep. Comme on l'a vu face à Manchester United, le bloc bas de City est compact. Tant qu'ils parviennent à garder cette structure resserrée juste devant Rice et Zubimendi, ils peuvent défendre avec une relative sérénité. Et c'est sur un duel au milieu impliquant de nombreux joueurs que City a réussi une transition que je qualifierais d'exceptionnelle. La complicité entre Tijani Reinders et Haaland a offert le but à Man City alors qu'ils étaient sous pression quelques instants auparavant. Une fois en tête, Pep Guardiola a eu encore plus de raisons de dérouler son plan tactique à la perfection. Son idée était claire, abandonner la possession reculée et resserrer les lignes dans un bloc en 4-4-2 extrêmement discipliné. Le but n'était pas de récupérer le ballon immédiatement, mais de tuer l'espace. Et ils l'ont fait à la perfection, en maintenant des distances très courtes tant verticalement qu'horizontalement. Manchester City a complètement fait disparaître l'espace entre ses lignes, transformant sa propre moitié de terrain en un labyrinthe sans issue pour les joueurs d'Arsenal. La carte des ballons touchés du match expose une vérité cruelle et ironique. Les joueurs d'Arsenal sont partout sur le terrain, sauf dans une seule zone la plus dangereuse, celle qui décide des matchs, la zone 14, cet espace juste devant la surface de réparation. Manchester City, par sa discipline et son intelligence de mouvement, n'a laissé aux Gunners quasiment aucune touche de balle significative dans cette zone létale, là où ils auraient pu créer le chaos et distiller des passes décisives. Cette domination spatiale a sévèrement limité le potentiel créatif de l'équipe à domicile. Face à ce labyrinthe, Mikel Arteta a lui aussi tenté de trouver la clé pour forcer le passage, et son intention était intelligente. Le fait que le double pivot Rice-Zubimendi décroche si bas n'était pas seulement pour échapper au pressing, c'était un piège. L'objectif était d'attirer le milieu de Man City plus haut pour créer des espaces entre leurs propres lignes. De plus, Declan Rice a effectué des déplacements extrêmement intelligents, s'écartant sur l'aile pour échapper à la zone d'influence de Bernardo Silva. Cette action a immédiatement créé une supériorité numérique en 3 contre 2 pour Arsenal sur le côté plaçant constamment Phil Foden dans une situation de dilemme fatal, soit il montait pour presser le porteur, soit il tenait sa position pour couper la ligne de passe intérieure. Et Arsenal a parfaitement exploité cette hésitation pour faire progresser le ballon jusqu'au dernier tiers. Sur le flanc gauche, on a également observé la flexibilité de Calafiori et Rice qui permutaient et attiraient très bien les adversaires. Le fait qu'Arsenal ait réussi à faire monter le bloc de City et leur tentative d'exploiter l'espace ainsi créé par des passes directes ou des renversements de jeu soudains pour Noni Madueke a plusieurs fois mis ce dernier en situation de 1 contre 1 face au latéral de Man City. Mais c'est précisément là que le problème d'Arsenal s'est révélé. Le prix à payer pour une construction de jeu si sécurisée depuis l'arrière était trop élevé.
Le fait d'avoir trop de joueurs derrière la ligne du ballon, parfois jusqu'à 5 en comptant les défenseurs, et le double pivot a créé un déséquilibre critique. Conséquence même, lorsqu'ils parvenaient à amener le ballon dans le dernier tiers, il leur manquait le surnombre nécessaire pour déstabiliser une défense de City qui se retrouvait systématiquement en supériorité numérique. Les statistiques ne mentent pas là. Avant que Erling Haaland n'inscrive le deuxième but sur un contre-éclair, Arsenal affichait par moment jusqu'à 67% de possession de balle. Mais cette domination n'était qu'une illusion. Malgré cette maîtrise du ballon, l'avant-centre Victor Gyökeres était complètement isolé, sevré de ballon, sans aucune connexion avec ses coéquipiers. Arsenal a peut-être gagné la bataille de la possession, mais ils ont totalement perdu celle des occasions dangereuses. Constatant l'impuissance de son équipe malgré la possession, Mikel Arteta a agi dès le début de la seconde mi-temps. Il a lancé son joker, Eberechi Eze, et la star Bukayo Saka, une déclaration d'intention claire pour renforcer la créativité et la percussion sur les ailes. Il a décidé d'abandonner le double pivot en faisant monter à la fois Zubimendi et Eze pour former un milieu en étage avec l'objectif clair de surcharger la position de Tijani Reinders. Ce coup tactique a souvent libéré Eze, le laissant totalement libre entre les lignes. La pression exercée par Arsenal est devenue quasi instantanément asphyxiante. Et quand Arteta a abattu sa carte maîtresse, Pep Guardiola a immédiatement répondu. Pour faire face à cette pression grandissante, il a joué un coup décisif, le passage à un bloc défensif en 5-4-1 extrêmement solide. Ce schéma était une solution presque parfaite. Il permettait à City d'avoir une ligne de 4 au milieu pour verrouiller l'axe tout en ayant toujours un piston disponible pour contenir Bukayo Saka et surtout un défenseur central excentré pour marquer les déplacements intelligents d'Eze. Le tableau tactique des 45 dernières minutes fut une démonstration de flexibilité de la part des visiteurs. Ils sont passés d'un 4-4-2 en première mi-temps à un 4-5-1 pour densifier l'entrejeu, puis face à la pression, ils ont reculé encore plus bas, évoluant en 5-3-2 puis en 5-4-1. Le summum de la passivité fut ce bloc ultra défensif en 5-5-0 avec souvent 7 ou 8 joueurs alignés juste devant la surface. Cette polyvalence force mon admiration pour le talent de Pep. Arsenal a peut-être eu le contrôle du jeu, a peut-être acculé City dans son camp cherchant constamment la faille, et ce mais est crucial. Malgré tous leurs efforts, les Gunners se sont heurtés à un mur défensif trop dense et trop bien organisé. Et City a toujours montré qu'il pouvait être dangereux. Un autre point notable durant cette seconde période fut l'inefficacité de l'arme la plus redoutable d'Arsenal. Sur tout le match, ils ont obtenu 11 corners contre un seul pour Man City. Mais toutes leurs combinaisons sur coups de pied arrêtés ont été totalement neutralisées par les sorties autoritaires et la maîtrise aérienne exceptionnelle du gardien Gianluigi Donnarumma. Une domination totale, mais le but lui était resté insaisissable. Finalement, alors que toutes les combinaisons complexes menaient à une impasse, l'égalisation d'Arsenal est venue de l'arme qu'ils avaient le moins utilisée de tout le match, une passe directe et audacieuse dans le dos de la défense. Sur un éclair de génie, Eberechi Eze a déclenché une passe décisive, déchirant le mur défensif de Man City pour lancer Gabriel Martinelli à la limite du hors-jeu qui a conclu d'un lob subtil par-dessus Donnarumma. Un but né de l'audace individuelle. Cependant, cet éclair de génie ne peut masquer une vérité qui donne à réfléchir exposée par les statistiques top finales. Malgré un siège quasi permanent du camp adverse, Arsenal termine le match avec un expected goals XG de seulement 0,88, quasiment à égalité avec un Manchester City qui n'a fait que défendre. Les Gunners ont eu 67% de possession mais n'ont réussi à cadrer que 3 petites tirs. Ces chiffres soulèvent une grande question sur l'approche de Mikel Arteta lui-même. Le fait d'avoir choisi un 11 de départ si prudent avec un milieu à vocation défensive semble montrer qu'il a abordé ce match avec la priorité de ne pas perdre, plutôt qu'avec la détermination de tout faire pour prendre les 3 points à domicile. Cette mentalité, même si elle leur a rapporté un point précieux, sème le doute sur la capacité d'Arsenal à faire preuve de l'audace du sang-froid nécessaire pour devenir un véritable champion. C'est la plus grande question à laquelle Arteta et ses joueurs devront répondre pour le reste de la saison. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir.